cette fameuse section où justement Harley a doublé. C'est ce que Harley vient de faire une fois de plus, tenter de doubler Beckington dans un des endroits les plus serrés, les plus techniques du tracé vers l'extérieur. Alors il affectionne, lui et Peterson d'ailleurs, comme on l'a vu à un autre moment en qualification, affectionne vraiment cette section pour doubler. Tout juste à la fin de cette section en ballon très asymétrique qui risque de déporter les conducteurs, les coureurs. Alors, Pecklington est en tête, Jim Harley est deuxième. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que lors de la finale hier, Pecklington s'est très bien débrouillé en manche de sélection, mais l'ironie est que lors de la première finale de ce 12e Super Motocross, Harley l'a emporté et Pecklington a terminé dernier. Alors c'est à la feuille de résultat, mais la feuille de résultat ne nous dit sans doute pas que Pecklington a connu des ennuis et qu'il a été ralenti, soit pour des causes mécaniques ou autres. Ou fatigue, quoi. Oui, exactement. Dans cette finale, il y a eu quelques accrochages, mais qui avaient été quand même sans conséquence. Là, Pecklington toujours en tête. Harley prend quelques moments de répit, ou du moins il a pris un certain recul pour l'instant. Toujours en 4e place derrière Carl Vaillancourt. Il le regarde aller, sauf que Vaillancourt a de très bonnes reprises et il semble y avoir une très belle parité entre les deux véhicules et la qualité des deux conducteurs. On les voit actuellement là. 2 secondes d'écart peut-être. Oui. Alors Vaillancourt ne peut se permettre de manœuvre, de fausse manœuvre. Mais Bernard aussi a peut-être voulu foncer trop vite et Vaillancourt a pu conserver et protéger sa 3e place. La lutte est belle là. Le 8, Carl Vaillancourt. Le 12, Arnaud Bernard. Bernard qui souvent dans cette section va devancer bien les gens. Sauf que là, Vaillancourt a une aussi bonne maîtrise que lui dans cette section multivallon. Et là, Harley vient de prendre la tête à Pecklington. Alors, en secouant la tête, alors nous avons sans doute... Ouais, voilà. Harley s'amuse. C'est même étrange Là, il est allé chercher... Non, c'est pas un retardataire, c'est encore le 456, Jeff Pecklington. Qu'est-ce qui se passe? Harley les laisse passer. Je n'ai jamais vu ça. Ils sont les 4 de tête dans le même virage. Alors, je n'ai jamais vu ça, Camille, en 12 ans au Super Motocross. Je ne comprends absolument pas ce qui arrive à Jim Harley. Possiblement des ennuis mécaniques. Il avait pris la tête, l'a reperdu, Pecklington l'a repris. Il y a eu des retardataires dans leur sillage à un moment donné, peut-être qu'une fréquence. Oh! Et ici, Harley qui a voulu faire un petit peu de cabotinage, mais il a bien récupéré, a perdu momentanément sa moto, mais... Alors là, il est reparti dans la victoire alors de Pecklington et Harley est reparti. Vaillancourt qui s'approche maintenant de Pecklington. Vaillancourt, virage à l'extérieur, Bernard à l'intérieur. Les 4 sont très près. 1, 2, 3 et 4, c'est la position exacte pour l'instant. Harley en tête, Pecklington 2e, Vaillancourt 3e, Arnaud Bernard 4e. Dernier tour. On va s'engager dans le dernier tour. Dernier tour. Vague de qualification vraiment émouvante. Alors, je ne peux m'empêcher de penser qu'on assiste à une manœuvre à la Mohamed Ali. Est-ce que Jim Harley joue avec ses adversaires? C'est un peu cruel, mais c'est bon de sa supériorité, Camille. Et là, Harley maintient la première position. Il n'y a pas d'erreur à faire. Il y a à peine une demi-longueur de véhicule qui sépare les compétiteurs. Harley, Pecklington, Vaillancourt à Arnaud Bernard par l'intérieur. Vaillancourt qui reprend. Très bonne reprise dans cette section technique avec une coupe de son moteur qui lui permet de se propulser plus loin en avant. Reprend sa 3e place. Jim Harley sur le plateau. Pecklington, Vaillancourt et Arnaud Bernard. Il y a un retardataire à l'extérieur. Il faudra s'en méfier. Les 4. Vaillancourt qui a fait une grosse manœuvre. Il s'est repris à temps pour demeurer devant Arnaud Bernard. C'est à en perdre la voie finalement. Harley, Pecklington, l'avant-dernier virage, ce sera serré. Situation technique. Au sommet, Pecklington à l'intérieur. Harley vient fermer la porte. Et c'est le sprint final. Harley, Pecklington, Vaillancourt, Arnaud Bernard et les spectateurs qui applaudissent à tout rond ou presque. Alors Marc, si ça s'est terminé ainsi, voilà, jusqu'au tout dernier moment, dernier virage, il y avait encore une possibilité d'échange de position et on comprend que la foule est vraiment bien réagi. Ça nous a tenu en haleine jusqu'à la toute fin. Est-ce que Harley s'est amusé avec ses compétiteurs, ses adversaires, comme tu l'as dit? Ouais, moi je crois qu'il a joué comme un chat joue avec une souris. Je crois que c'est un jeu un peu cruel, mais il établit sa supériorité pour la finale. En fait, c'est ce qu'on peut en croire. Une chose est certaine, il a grandement confiance en tous ses moyens. Absolument, oui.
Épreuve demi-finale, motocross à 23 compétiteurs à la liste de départ. Et du nombre, il y a certainement un Québécois du nom de Arnaud Bernard qui sera surveillé de près. Il porte le numéro 12. Ils sont quelques autres Québécois du groupe, dont Rémi Charret de Warwick, de Val-d'Or, Marcel Fournier, de Laval, Richard Nadon, de Bécomo, Frédéric Poulain, d'Amos, Jean-Martin Godbout et de Trois-Rivières, Buddy Ford. Et c'est un départ qui engendre de nombreuses chutes et pourrait changer la configuration de la course, dont Arnaud Bernard. Exact, Marc Lachapelle. On va revoir comment ça s'est produit. C'est compréhensible parce que même si l'entrée de l'entonnoir est un peu plus large que le circuit que l'on connaît l'an dernier, il y a eu des chocs le long des balles de foin et on a joué du coude un petit peu également. Oui. Et selon moi, Camille, Arnaud était à ce moment-là en excellente position pour s'envoler avec la première position et dans l'extérieur. Et on l'a vraiment coincé sur les balles de protection, sur la paille de protection. Et dans ce groupe d'entrechoquage, il y avait également le numéro 78 qui est Corey Rorick, lui qui avait été impliqué dans un incident un peu disgracieux avec Richard Sirois plus tôt dans un programme, qui avait été d'abord et avant tout suspendu et ensuite on lui avait permis, après des négociations, de venir poursuivre ses épreuves aujourd'hui. Alors, il est difficile de j'ai repéré Arnaud. Il est environ 10e, je crois, Camille, pour l'instant. Il remonte. Il est 9e, même assez bien, oui. Exact. Là. Et on aura une chance d'aller à Marie-Josée Turcotte dans un moment avec le signaleur d'Arnaud Bernard qui va probablement lui donner des notions un peu plus justes que ce que l'on peut avoir ici là, dans tous ces déplacements rapides. En tête pour l'instant, Shane Drew de Thunder Bay, on le voit ici, prend une bonne avance sur le numéro 18. Et on est dans le coin où Arnaud Bernard a probablement des informations, Marie-Josée. Je suis accompagné de Pierre Tardif. Pierre, on sait qu'Arnaud est tombé au début de la course. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Là, il faut qu'il remonte pour les 4 premières positions, sinon il va être obligé d'aller dans la dernière chance. C'est pas bon, là. Fait que là, faut qu'il remonte. Là, ça va bien à date. J'espère qu'elle devrait continuer comme ça. Est-ce qu'il peut remonter? Oui, il y a des bonnes chances de remonter. Il était 14e, il est tombé 8e environ. Fait que ça devrait bien aller, j'espère. Merci, on te surveille. Et on a de bonnes nouvelles, Marie-Josée, pour vous également. Il est maintenant 5e, Arnaud. Alors on le voit, il est maintenant 5e, on le voit bien. On le voit, il vient de quitter l'écran, on le voit qu'il attaque. Il attaque maintenant le numéro 23. Numéro 23 qui est devant lui, Jim Coleman. Et selon moi, Camille et Marie-Josée, il ne devrait avoir aucune difficulté à le doubler. Et c'est fait. Il y a énormément de spectateurs qui sont derrière lui, qui tentent de le pousser et de le supporter en même temps, parce que dès qu'il a effectué le dépassement, les spectateurs ont réagi, on peut entendre la foule. Bernard peut-être un petit peu en déséquilibre ici, c'est le numéro 12 à suivre, dès que vous le voyez sur l'écran, Arnaud Bernard. C'est lui qui a certes la faveur du public ici pour l'instant, en 4e position maintenant grâce à son dernier dépassement. En tête, toujours Shane Drew de Thunder Bay. Je ne sais pas, Camille, peut-être si on demandait à Marie-Josée si elle peut rejoindre encore une fois Pierre Tardif, lui demander si, dans cette position-là, parce que maintenant Arnaud est en position d'accéder à la finale, est-ce que Pierre Tardif va lui signaler de continuer de poursuivre le 3e ou de maintenir sa 4e? Il le surveille présentement. On sait qu'il est en 4e place. Est-ce qu'il doit maintenant garder cette position ou il doit pousser encore davantage? Qu'est-ce qu'il doit faire? Vous lui signalez quoi exactement? S'il pousse, ça va être pour le spectacle parce qu'il n'a pas besoin de pousser, il est qualifié. Là, il faut que j'écrive qu'il est qualifié, qu'il est correct. Il ralentisse finalement. Il garde sa position. On va vous regarder faire, puis on va suivre ses mouvements. Merci bien, Pierre. Ah, voilà, on a vu le OK sur la pancarte. Donc, Arnaud est qualifié, c'est dire surveille ta position, préserve-la, c'est déjà suffisant. Alors, s'il augmente des positions, comme son chef d'équipe nous le disait, voilà, on vient de le voir passer et le signal a été donné très clairement en 4e position. Mais il pousse pour le spectacle, certainement. Mais à ne pas prendre de risques inutiles, ça, on n'a pas besoin de l'écrire, il le sait. Quel contrôle il a dans les bosses. Et le voilà maintenant. Troisième ou presque. Non, maintenant il va se contenter de la 4e place, mais il sait qu'il peut parvenir à aller chercher la 3e position. Et fiez-vous sur Arnaud Bernard pour donner
donner un spectacle. Pas de risque inutile. Exactement, j'allais le dire, Camille. On l'a vu freiner. Je suis certain que Carnot aurait poussé dans ce virage, aurait pu approcher l'ornière de façon plus agressive, mais il a choisi de rester derrière Brad King encore pour quelques secondes. Et je crois finalement, pas finalement, mais Arnaud est tellement porté sur le spectacle que moi, tout le monde, je suis content et je crois qu'on est plusieurs dans le stade de le voir prudent accéder à la finale. Oui, absolument. On sait que c'est OK, comme il l'a dit, sauf que là, toujours avec notre meneur, Shane Drew qui est toujours en tête. Et en deuxième position, Bill Wallen qui est deuxième. Bill Wallen, un jeune Canadien à qui on prévoit un brillant avenir. Brad King est en troisième position et Arnaud Bernard le talonne. Et il y a eu, ici un compétiteur qui est un retardataire de Mais heureusement qu'il n'a pas bloqué, justement, qu'il n'a pas bloqué Lindner. Et chute d'Arnaud. Chute d'Arnaud, virage trop rapide, sauf qu'il conserve quand même sa quatrième place. Il n'y a pas de problème pour l'instant, il faut qu'il reparte. Sauf que là, pour la troisième, il devra probablement l'oublier puisqu'on va entamer le dernier tour. Il avait dépassé. Oui. Mais chuter, perte d'équilibre et de contrôle. Mais heureusement pour lui, il a pu se relever à temps et maintenir sa quatrième place tellement l'avance sur le cinquième était forte. Et là, il y va avec fermeté, tout comme le fait d'ailleurs le meneur présentement, qui est Shane Drew. Oui. Bill Wallen fait de même en deuxième position. Brad King peut respirer un peu plus à l'aise en troisième. Et Arnaud Bernard va terminer sa course sans trop de difficultés, à moins qu'il y ait d'autres problèmes, complications pour lui. Alors Camille, je ne peux m'empêcher. Arnaud en ce moment est suivi par Brent Shurey. Brent Shurey qui lui aussi a été coincé dans l'accident du départ qu'il a probablement provoqué en partie et qui maintenant est derrière lui dans la section très technique en allant vers le virage numéro 6. Voilà le meneur qui vient franchir le fil d'arrivée. Pour lui, c'est confirmé, mais on se retourne derrière du côté de Arnaud Bernard. Là, c'est Brad King qui est troisième et surveillant derrière. Arnaud Bernard, dans le sprint final, s'amène. Le voici sur le fil d'arrivée, quatrième. Et Brad Shurey va terminer cinquième. Quelle course intéressante, Marc. Fortiauto célèbre son 50e anniversaire et vous propose cette semaine l'Escort, la voiture la plus vendue au monde. Profitez du plan Utilisation Bail. Fortiauto vous offre également la Tempo, la voiture la plus vendue au Canada. Dans ce cas-là aussi, vous pourrez profiter du plan Utilisation Bail. Et en plus, vous courez la chance de gagner la voiture que vous aurez achetée. Renseignez-vous chez Fortiauto. Fortiauto, eux autres qui sont corrects. Le moteur Porsche de la voiture Quaker State du circuit Indy tourne à 11 000 tours minute. Pour bien le protéger, il faut la nouvelle huile Quaker State avec QSX. Vous pouvez acheter exactement la même pour votre voiture. Et vous pouvez obtenir un remboursement de 3,50 $ du fabricant en achetant une caisse de 12 litres d'huile Quaker State QSX. Mais faites vite, l'offre se termine le 30 juin 88. Quaker State, synonyme de qualité. Depuis toujours, pour toujours. Problème de pare-brise. La solution, c'est G-Lebo. Le remplacement d'un pare-brise, c'est un travail de précision. G-Lebo utilise une technologie d'avant-garde et des matériaux d'installation qui répondent aux dernières normes visant à assurer votre sécurité. G-Lebo garantit l'étanchéité de ses pare-brises tant que vous êtes propriétaire. Parlez-en à votre courtier ou à votre compagnie d'assurance. G-Lebo, plus de 50 succursales au Québec. Ils sont de retour. Les mini-burgers de Burger King sont de retour. Des petits hamburgers fromage grillé sur le feu, 100% bœuf. Et surtout, ils tiennent dans une main. Ce qui vous en laisse une pour vous protéger. Les mini-burgers de Burger King, ils sont bons en gras. Et pas seulement parce qu'ils sont grillés sur le feu ou parce qu'il y en a 3 dans une boîte, mais surtout, ces petits hamburgers fromage tiennent dans une main. Ce qui vous en laisse une pour les urgences. Cette course de 12 tours et c'est Patrick McGrail qui vient de prendre la tête. Les camions classe 7 qui sont de retour en piste au grand plaisir des amateurs. Ici quelques 40
téléspectateurs et on va nous en mettre plein la vue. Un départ fulgurant de McGrail de Saint-Constant, tout nouveau venu dans cette épreuve. Il faut dire qu'il est allé s'entraîner à quelques reprises en Californie. Une fois. Juste une fois. Est-ce qu'on nous a dit il n'avait qu'une heure d'essai pour prouver à Glenn Harris, qui est le gérant de l'équipe, qui est aussi pilote de l'équipe California Gold Racing, qu'il avait ce qu'il faut. Mais maintenant, tout de même, Patrice doit... Là, ce qu'on voit à l'écran, en ce moment, c'est l'équipe Jeep qui essaie de se frayer un chemin devant Glenn Harris. Glenn Harris est troisième et la lutte pour la tête se fait entre McGrail et Jim Huber. Et là, il y aura certainement des projections, j'imagine, dans les virages. Camille qui recommence son petit stratagème. Camille, je suis tenté de croire que Glenn Harris joue une tactique d'équipe en bloquant l'équipe Jeep. Je ne peux m'empêcher de le croire. Harris est plus rapide que ça. Là, on a un camion qui bloque. On va le voir à l'écran. Le camion, le fameux camion Lobo, le 712 de Steve Napier. Il faut l'avouer qu'il bloque la piste assez régulièrement, malheureusement. Là, il y a un grand écart de mécanique. Et Patrice McGrail, qui est toujours premier, facilement premier. Huber qui est bon deuxième, lui, l'écart entre le deuxième et le troisième, qui est un compagnon d'équipe, Glenn Harris, s'élargit petit à petit et Harris effectue des freinages. Oui, juste avant les virages. Walker Evans qui tente de déborder, de déborder, sauf que ça ne réussit pas. Il y a eu des projections de pièces d'équipement sur la piste il y a un tout petit moment. Et c'est une épreuve de 12 tours. Et là, c'est vraiment tactique de la part de Glenn Harris. Tu avais raison, Marc. Parce que Walker Evans a gagné. Walker Evans a dominé lors de la première manche. Là, on voit les deux premiers, mais évidemment, la course se fait derrière. Parce que... Et voilà, maintenant, de retour. Et Evans qui passe. On voit à nouveau Harris qui bloque cette fois-ci. Rob McCracken, le jeune Rob McCracken, 22 ans, qui était le pilote de l'année l'an dernier dans le sport international. Oui, qui était mon pilote d'essai lorsque j'ai osé m'aventurer dans ces tours de piste. Et je dois vous dire qu'il a le pied lourd. Il a le pied lourd et qu'il a une bonne maîtrise, d'après ce que j'ai pu voir de l'extérieur. Oui, absolument. Et là, Walker Evans a quand même un écart assez considérable à combler, pour tenter d'aller rejoindre d'abord Jim Huber, qui va possiblement jouer de tactique maintenant pour protéger Patrice McGrail. Patrice McGrail, oui, c'est Jeff Huber qui protège exactement en ce moment. Là, on a vraiment eu droit à des tactiques d'équipe. Et Evans qui... lui, c'est un vrai cascadeur au volant. Il n'y a rien sur l'épreuve. Et il est seul en troisième place, 49 ans, faut-il le rappeler, d'une dextérité inouïe au volant, encore en possession de tous ses moyens. Absolument. D'ailleurs, Camille Walker Evans a gagné tout ce qui se gagne. C'est le Mario Andretti, l'année proche du tout-terrain. Et l'Ayrton Senna en même temps. L'Ayrton Senna, probablement, oui, si on le voit en contact sur la piste. Et on voit McCracken qui tente par tous les moyens de doubler Harris. Et il va réussir à le faire capoter. Harris si ça continue. C'est venu tout près. C'est peut-être, à voir Harris bloqué, c'est peut-être un peu ce qui trotte dans la tête de McCracken. Et regardez ça. Et là, c'est flagrant. Il y a des signaleurs qui étaient vraiment prêts, là, quand on disait que ces gens qui font un travail bénévole, je pense, pour la plupart, sinon tous. Un excellent travail, d'ailleurs. Et pendant tout ce temps-là, bien, c'est Patrice McGrail de Saint-Constant qui est en tête. Et là, McGrail vient de réussir à doubler Harris. On voit ce qu'on voit à l'écran, je crois, en ce moment, Camille, c'est justement notre ami McCracken, votre pilote désigné hier, qui a finalement doublé Harris, ce qui n'est que justice, parce qu'il est plus rapide. Finalement, l'équipe Jeep offre un challenge, est capable d'offrir une opposition valable à l'équipe Mazda, dont les véhicules sont vraiment d'un rapidement très impressionnant. Oui, c'est quelques 300 forces de moteur pour atteindre une vitesse maximale de 60 000 à l'heure sur une courte piste. Alors, imaginez-vous, quand on dit que l'on démarre tellement rapidement avec ces camions qu'on en fait lever l'avant du camion avec les tractions arrière, c'est invraisemblable. Patrice McGrail, bien en tête, il est de Saint-Constant, et je pense que ça ici, les gens apprécieraient grandement tout l'élément tactique, sauf qu'en dépit de toute la tactique qui a été déployée par Harris, et ensuite peut-être par Huber,
parce que Hubert devra se méfier de Walker Evans qui s'en vient dans son sillage. On est à mi-course présentement. Et cela, il faudrait tout de même souligner que cela n'enlève rien au mérite de Patrice McGrail, parce que c'est un pilote qui n'a peut-être pas l'expérience de ce type de véhicule et de ce type de circuit, mais qui est un pilote tout de même assez aguerri et versé en pilotage stock car. Absolument, et il a démontré d'ailleurs au démarrage, dès le départ, personne ne lui a donné la première place. C'est lui qui est allé la chercher, la première place. Et maintenant, j'ai l'impression que, bon, maintenant qu'on est rendu dans cette situation, Hubert et Harris ont peut-être voulu s'entraider, mais là, M. Walker Evans s'approche dangereusement de Jim Hubert, et on a encore un peu plus de la moitié, un peu moins de la moitié de la course à faire. McGrail roule très bien, Hubert roule très bien, mais la piste commence à être passablement délabrée dans certains virages, sauf que les rainures des pneumatiques de ces camions ne l'affectent pas. Non. Exactement. Les rainures ne les affectent évidemment pas comme les motos. Ils ont d'autres... la piste est très belle pour eux, en fait. 1, 2 et 3, on en a vu l'écart ici. Patrice McGrail en tête, Jim Hubert en deuxième, Walker Evans qui se rapproche dangereusement, il est en troisième. Et maintenant, Evans qui talonne maintenant Jeff Hubert pendant que Patrice McGrail semble avoir fait une faute de pilotage en virage. Oui, dans ce virage numéro 8, McGrail semble avoir certains problèmes et il a été déporté à l'extérieur assez fréquemment. Et là, Hubert tente d'aller chercher McGrail et Evans a eu un problème au virage. Il a été littéralement retardé. Je ne sais si ça a été un problème d'embrayage. Et Hubert qui vient chercher McGrail. Evans qui percute McGrail. Hubert en tête. Maintenant, ce sera à McGrail de sauver la première position de Hubert. Alors là, on va voir l'expérience et la détermination de Evans. Patrice McGrail a tout de même tout un contrat. Et surveillons le prochain virage. McGrail a toujours eu des problèmes dans ce virage. Il a toujours été très largement déporté. Hubert à l'avant. Evans dans l'extérieur. Retient McGrail à l'intérieur. La bonne ligne et c'est l'accrochage de Evans et vient chercher la deuxième position. Il réussit à passer entre l'arbre de l'écorce. Ah, absolument. En brisant les deux un peu. En brisant les deux, exactement. C'est un peu ce que j'avais l'idée. Maintenant, Evans. Oui. Jim Hubert devra se méfier maintenant qu'il a Walker Evans dans les jambes parce qu'on voit ici comment Evans peut aller chercher une position. Incroyable. C'est inimaginable. Evans ne vient vraiment rien à l'épreuve de Walker Evans, je n'en doute absolument pas. Surtout que j'ai cru remarquer que la camionnette de Jeff Hubert dégage une fumée bleue, un peu suspect. Sur des moteurs aussi poussés, ça c'est pas semble bien possible. aller. Et là, Hubert a des problèmes dans le virage. Ce même virage 8 que Walker Evans semble négocier assez allègrement. Hubert réussit à maintenir sa position. Evans est deuxième. Et là, il y a un autre retardataire devant eux qui est le numéro 716. C'est Pete Anderson. Et si peut-être Hubert parvenait à placer ce retardataire entre lui et Evans, il pourrait avoir une chance. Mais encore, faut-il ne pas se faire jouer un tour par ce dernier. Il était lui-même retardé là, une fraction de seconde par Anderson. Et maintenant, on voit Evans qui est pratiquement dans le pare-choc. Cet élément-là sur une camionnette de classe 7, ça porte son nom. C'est un pare-choc. Oui, absolument. Et Evans qui est vraiment... qui tente de choisir la trajectoire pour doubler, soit à gauche. Le surveiller, il est de l'extérieur. Va-t-il réussir à pousser à l'intérieur du virage numéro 9? Hubert avec trop de bonnes reprises pour permettre à Evans de venir s'installer entre lui et le mur, comme il l'a fait dans le cas de Patrice McGrail. Il faut tout de même souligner que l'équipe Mazda en ce moment domine cette catégorie lors des épreuves en stade aux États-Unis. Et je vous avoue que la performance des Jeep commence me surprendre tout de même jusqu'à un certain point, malgré le fait qu'elle soit soutenue par Chrysler Eagle Jeep, par l'usine. Ils en sont simplement leur deuxième année. Walker Evans a repris l'équipe de course qui avait débuté l'an dernier et puis il semble être en voie d'en faire une réussite assez complète. Ce qui est assez spectaculaire pour les spectateurs, c'est cette flamme qui jaillit constamment du système d'échappement des Mazda en raison du moteur rotatif et au niveau de la compression. On a vu hier, Camille, durant les épreuves de démonstration, c'est-à-dire avant l'épreuve, il y a un des véhicules qui a capoté, et puis on a vu l'échappement qui était rouge au point
surplus d'essence qui s'était accumulé au moment où le camion avait effectué le virage. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on voit ces retours de flamme, littéralement. C'est de l'essence qui passe dans la tubulure d'échappement et qui est allumée dans le moteur rotatif par la prochaine explosion. Et là, Huber et Evans ont un tour d'avance complet sur Glenn Harris qui vient de doubler. Encore troisième, si je ne m'abuse, Patrice McGrail, mais la lutte devant maintenant avec le dernier tour qui doit approcher à grands pas. Jim Huber. Je crois qu'on est sur le dernier tour. Camille, on est sur le dernier tour. Le drapeau blanc est élevé. Actuel, exactement. Roue d'en route. Le drapeau a gagné. Roue d'en route, Jim Huber. Et Walker Evans qui termine deuxième. Quelle lutte ces deux hommes se sont livrés. Et les deux se retirent à l'extérieur de la piste maintenant. Mais la lutte a été vive et on en a laissé plusieurs pièces d'équipement. Huber et Evans avec des rencontres de l'an dernier, la lutte qui s'est répétée. Eh bien, je suis en compagnie présentement d'un compétiteur certainement très fier. Patrice McGrail, on a vu votre camion et on a vu vos résultats, votre travail, votre acharnement. Vous êtes satisfait? Je ne m'attendais pas à une troisième position comme ça. J'ai gardé la première position jusqu'en huitième. À un moment donné, ça commençait à boxer un peu d'un coin. J'ai manqué fort, virer, hein? Oui, ça roulait pas mal. Puis j'ai manqué virer sur deux roues. Là, à un moment donné, Jeff Huber a passé au côté de moi, Walker Evans. J'ai gardé une troisième position. Je voulais rouler assez safe dans les deux derniers tours pour être capable de finir la course, pas me ramasser sur le côté. Mais sans plus d'expérience, là, vous présumez, et est-ce que les gens de l'équipe Mazda vous ont quand même félicité pour votre travail à vous présenter comme ça ici, sans plus d'expérience? J'ai pas eu le temps. Je me suis fait accrocher par les journalistes en bas, puis j'ai monté direct en haut. J'ai pas vu grand-chose. C'est une expérience que vous voulez continuer à vivre? Tout dépend. Peut-être l'année prochaine, on ne sait pas. On va dire... On ne sait pas ce que l'avenir va dire. Une chose est sûre, c'est bien parti. Et si l'avenir veut dire que vous poursuivez, bien, on vous souhaite bonne chance. Je suis bien content pour une première. On va essayer de donner une première position demain pour être premier Québécois. Bonne chance. Merci beaucoup. Pierre Desormeaux, Jean, son frère, le numéro 3 est en deuxième position. Et Marc Lachapelle, je me demande si l'on va faire une course tactique pour 1 et 2 ou si les frères Desormeaux vont se battre pour la première position littéralement. Ben, déjà, on peut dire que Patrick Potvin s'est intercalé entre Pierre et Jean. Alors, il reste à voir comment va se dérouler cette finale. Quel genre de suspense on va voir, parce que j'ai cru apercevoir déjà Tom Carson. Tom Carson est en quatrième place, absolument. Et lorsque vous avez mentionné, j'ai levé les yeux un moment, et au moment où j'en parlais, les frères Desormeaux étaient 1 et 2, mais là, ils sont 1 et 3. Il y a 1 et 2 encore pour l'instant. Et voilà, virage de l'extérieur, de la part de Jean qui vient reprendre sa deuxième position. Et là, il la perd à nouveau, il fait une chute très malencontreuse. Va tenter de se relever, doit se projeter littéralement en piste afin de ne pas être frappé par d'autres bolides. Il y a quelqu'un qui est avec lui. Il est découragé, je pense qu'il va abandonner tout simplement. On va revoir comment ça s'est produit. Jean qui venait de revoir la deuxième place. Oh là là. Je ne sais pas s'il a été accroché. Possiblement tout. Mais je crois que on voit une dénivellation. Ouais. Il est plutôt... il n'y a pas de plus probable qu'il ait simplement perdu l'équilibre. Perdu le contrôle dans la dénivellation, parce que si un autre véhicule l'avait accroché, j'ai l'impression que l'autre véhicule aurait également été en difficulté. Et là, Tom Carson est en deuxième position. Carson derrière. Le seul des frères Desormeaux encore en course, Pierre Desormeaux, parce qu'il faut dire que Jean, lui, a décidé d'abandonner. Peut-être qu'il est au centre de la piste. Là, ce sera difficile pour Marie-Josée Turcotte d'aller avoir un commentaire de sa part. On pourrait peut-être l'avoir à la fin de la course si Jean pouvait retourner au puits. Là où Marie-Josée travaille, on pourrait peut-être savoir précisément ce qui s'est produit. Sûrement, Camille, qu'il a les yeux rivés en ce moment sur la lutte qui oppose son frère Pierre, son frère aîné en fait, et Tom Carson. Et Carson me semble extrêmement rapide. Et je crois que Pierre va avoir beaucoup de mal à le contenir. Ils se sont déjà rencontrés. Oui, l'an dernier d'ailleurs. Oui. Et d'ailleurs plutôt dans cette épreuve en qualification. Dans les qualifications, exactement. Quand on parlait de confrontations qui ont une importance psychologique,
quand on pense que Pierre Desormeaux, en ce moment, c'est sans doute très bien que c'est Carson qui le poursuit. Oh oui. À quoi croyez-vous qu'il parle? D'ailleurs, Carson prend la même trajectoire que durant sa qualification pour gagner l'intérieur. Maintenant, il change sa tactique, va vers l'extérieur et va de gauche à droite pour choisir l'autre trajectoire, la trajectoire qui va lui permettre de doubler. Et voilà, c'est fait maintenant. Dans le virage très serré, Carson est parvenu et on a eu l'impression que ses pneumatiques avaient beaucoup plus de mordant, mais avec plus de mordant encore, faut-il avoir la force de retenir le véhicule contre l'élément de projection. Et Pierre Desormeaux maintenant est deuxième. Tom Carson est en tête et voici pourquoi, Marc. Alors, on voit l'importance en VTT. On voit que Carson est encore en train d'absorber les chocs, tandis que Pierre était déjà engagé, avait déporté son poids vers l'intérieur pour s'inscrire en virage. Carson l'a piqué au freinage. Tom Carson donc en tête. Pierre Desormeaux en deuxième. On voit très bien l'écart qui les sépare, mais plutôt Marc Lachapelle. Carson a profité du fait qu'il était en deuxième pour analyser, surveiller les éléments de la conduite de son adversaire. Maintenant que Pierre Desormeaux est en deuxième position, s'il a le véhicule voulu pour rejoindre Carson, ça ne semble pas, puisque Carson semble avoir un véhicule très grand. Desormeaux pourrait bien observer et tenter de se trouver lui aussi une ligne de parcours. C'est une lutte à deux finalement qui se fait, parce qu'en troisième position, l'écart est très grand. Il y a presque un demi-tour d'écart. Oui, exactement. Avec leur poursuivant, oui, absolument. Alors Carson, bon meneur, il est dans son dernier tour de piste. Pierre Desormeaux, on voit la distance qui les sépare. Il est derrière en deuxième position. Et en troisième position, c'est toujours Patrick Potvin de Vaudreuil qui est là. Desormeaux, il est de Saint-Eustache. Don Carson, il est de Hopedale en Ohio. Et on a vu à l'écran une fraction de seconde, Kevin, que Carson mesure justement là. Ben voilà, c'est fait. Carson qui n'a plus besoin de mesurer maintenant. Et Desormeaux vient terminer bon deuxième. Course d'un très fier compétiteur. Et Patrick Potvin viendra, ce n'est pas de lui, Patrick Potvin, le voici qui s'amène au fil d'arrivée. Bien terminé, bon troisième dans cette finale de véhicule terrain. Et on voit Ken Havan qui le suivait de près, et d'ailleurs qui le remontait progressivement. Ken Havan qui avait, sauf erreur, remporté une qualification. Exact, et là on a remis le fanion à damier au gagnant de l'épreuve, Tom Carson, pour son tour de la victoire. Alors, retrouvez tout de suite Marie-Josée Turcotte. Dans quelques secondes, ce sera le départ de la demi-finale du motocross. Les 4 premiers vont tous accéder à la finale. On devra surveiller, entre autres, Daniel Baudouin, également Richard Sirois. Richard Sirois, on le sait, qui est déjà passablement fatigué puisqu'il a couru donc dans la première qualification du motocross. Il a également participé au VTT dans lequel il s'est classé pour la finale. Mais comme vous le mentionnez un peu plus tôt, lorsqu'on parlait ensemble, messieurs, il a tout de même une excellente forme physique. Il fait beaucoup d'entraînement, de la course, du vélo, de la natation, beaucoup d'intervalles training, c'est-à-dire des sprints pour renforcer ses jambes, de la musculation et tout. Donc, c'est un bonhomme qui est très endurant. Parmi les compétiteurs, Marie-Josée Turcotte tentait de savoir pour nous tout à l'heure si Daniel Baudouin pouvait être incommodé. Il a fait une chute malencontreuse en fin de course éliminatoire, course de qualification, et on n'a pas pu obtenir vraiment de réponse parce qu'il y a vraiment trop de bruit juste à la ligne de départ, là où les moteurs sont présentement déchaînés. C'est le réchauffement complet. Mais en plus de Baudouin, dossard numéro 13, bien sûr qu'il y aura plusieurs yeux de tourner sur Richard Sirois, le numéro 14. Mais Marc Lachapelle, il y a également Glenn Hoare qui est là, il y a également Lawrence Ham qui est là, il y a aussi Steve Poliowski, et il y en a un autre qu'il ne faudrait pas mésestimer. Oui, il y a entre autres Brad Shurey qui était coincé dans un accrochage de départ. Et Bill Wallen qui est nouveau champion canadien d'Arena Cross. Voilà, le départ a été donné. Le numéro 6, celui-là, c'est Glenn Hoare. Hoare qui prend le virage serré à l'intérieur, évite le déportement et parvient à conserver son premier rang. Et tout juste derrière lui, c'est le dossard numéro 70, si j'ai bien vu. Andy Stacy, je crois. Andy Stacy qui est tout près dans son sillage. Oui, déjà, je crois que Stacy a dû céder le pas à un autre coureur. On va les vérifier de toute façon, on va les voir un peu plus près il y a un moment, alors que là, il y a un empilade là qui... Bon, et là,
c'est presque à coup de poing que l'on va se quitter. Les signaleurs doivent s'en mêler. Richard Sirois est du groupe. Et l'autre, 78, je crois que c'était 78, Corey Rarick qui a été impliqué dans un accrochage d'ailleurs plutôt dans une course précédente, les balles de qualification. Oui. Alors, Glenn Hoare qui est solidement installé, numéro 6 en tête. On voit Daniel Baudouin, numéro 13 à l'écran, qui est tout de même en position de frappe. Et Hoare qui est menacé en ce moment. Oui, de part et d'autre, tant de la droite que de la gauche. Justement, on mentionnait plus tôt le numéro 27, Brent Shurey. Et je crois que Shurey est du groupe, oui. Et là, il y a Richard Sirois, je pense, Marc, qui a chuté. Glenn Hoare qui fait une chute vraiment spectaculaire. On avait pourtant réaménagé la piste. Et là, Glenn Hoare lève les bras. Il est physiquement en bonne condition, sauf qu'il est hors course à toute fin pratique. On va revoir cette situation. Et lorsque l'on il a été déporté vers l'avant, n'a pas transféré son poids suffisamment en arrière et on voit la cabriole complètement déséquilibrée. Il faut absolument qu'un coureur déporte son poids vers l'arrière. Et on a vu comment également la bicyclette a été projetée loin et avec force. Et oui, Monsieur Dion, nous allons retrouver Marie-Josée Turcotte. Oui, j'avais Richard Sirois. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Richard? Bien, j'étais arrivé dans l'embouteillage. Il y en a un ici, justement, sur le départ. Il n'a pas été bien correct. Il m'a sauté complètement dessus. Là, c'est pour ça qu'il pris un mauvais départ. Après ça, je suis passé à côté. Puis le 79, c'est un Suzuki. Il m'a rentré dedans par en arrière. Puis après ça, il est embarqué par-dessus moi. J'ai dit, wow, attends, là, on est dernier, là, de toute façon, là. Pas le temps de me passer sur le corps. Lui, il n'a pas rien voulu comprendre. Il s'est relevé. Là, il voulait repartir encore bien vite. J'ai dit, wow, tranquillement, j'ai fait le tour. Je suis revenu, je l'ai regardé, il m'a sacré un coup de poing. Est-ce qu'il peut être disqualifié pour une chose comme celle-là? Oui, l'arbitre a pris son numéro. Là. Il n'est pas même un esprit sportif parce que donner un coup de poing comme ça pour rien, là. Merci de merci beaucoup, Marie-Josée, d'avoir recueilli ces commentaires de Richard Sirois. Quant au reste de la course, finalement, Marc Lachapelle, ça n'avait que plus sans histoire. Ça a été gagné par Brent Shurey, qui est de Saskatchewan. Il faut quand même souligner la performance sur le résultat de Daniel Baudouin, qui s'est rendu en finale avec une 4e position, malgré une chute, malgré une entaille assez profonde qui s'est infligée à l'arrivée de l'une des épreuves de qualification. On l'a vu, bon, une cabriole qui a eu des conséquences douloureuses. Puis, quant à l'incident qui a impliqué Sirois et un autre coureur, on le disait, la tension monte énormément. Il faut l'avoir fait. Moi, ça m'est arrivé il y a plusieurs années. Un départ de motocross, vous savez, à 20 à 25 coureurs sur une ligne, c'est la source d'une tension extraordinaire. Puis devant 60 000, 40 quelques mille personnes, c'est amplement suffisant pour justement que la tension se libère de façon, disons, et quand on est compétiteur dans l'âme, on ne laisse rien au hasard et il y a peut-être des gestes que l'on pose, que l'on regrette éventuellement. C'est peut-être ce qui est arrivé dans cette petite bousculade entre les deux compétiteurs. Le temps de faire une pause, mesdames et messieurs, et on vous revient avec d'autres compétitions tout de suite après. La Toyota Camry. En plus des tests qui vous assurent tout le confort auquel vous vous attendez d'une superbe berline, nous lui faisons aussi subir des tests peu ordinaires. Parce que chez Toyota, nous savons que lorsque ça presse, votre voiture ne doit pas vous ralentir. Après de longues recherches, on a enfin trouvé le véritable amateur de poulet barbecue. Reynald de Vaillancourt qui gagne sa vague de qualification devant Mitch Mustard et les spectateurs sont debout. En 3e position, Joe Hoffman et Billy Beck qui vient de terminer 4e. Alors, Camille, on voit justement Marie-Josée qui est aux côtés de Reynald Vaillancourt. Alors, à toi, Marie-Josée. Oui, alors, Reynald, quelle course, première des choses. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est la première fois qu'un Québécois gagne une première place, même en qualification. Oui, je le crois. Ça a bien été. J'ai eu un bon départ, mais j'en avais deux très bons à côté de moi. Ils sont pris ensemble. J'en ai profité. Vous êtes essoufflé. On ne pense pas que des gens qui conduisent une voiture peuvent finir une course comme ça essoufflé. Vous dépensez beaucoup d'énergie? Oui, peut-être moins qu'en motocross. Mais, oui, bien essoufflé. Est-ce que, bon, là, vous avez pris une première place. Ça veut dire que vous allez partir, quoi, 4e en finale? Ça, c'est un petit peu moins avantageux. Un peu, mais on ne peut pas s'en aller là pour être 4e. Il faut s'essayer pour être premier. Si on a l'occasion, plus tard, on verra. Mais pour tout de suite, c'est la première qui comptait.
On va vous suivre réellement plus tard. Merci. OK, merci beaucoup. Bonjour. Alors, on va assister dans quelques secondes à un événement assez unique. C'est le cascadeur Claude Thibodeau qui va sauter d'une tour ici au Stade olympique, d'une hauteur d'approximative de 162 pieds. Alors, ce n'est pas le record du monde. Le record du monde appartient à Da Robinson. Il a déjà réussi 300 pieds de hauteur, mais c'est certainement un record canadien. Ce matelas que l'on vient de voir, justement, a été conçu et il appartient toujours à la femme de Da Robinson, puisque le cascadeur Robinson, lui, est décédé lors d'un accident de moto tout de suite après un tournage de film là où justement il faisait des cascades. Et sa femme, Linda Robinson, vient de partir, elle, une fondation pour aider justement les cascadeurs qui sont victimes, plutôt les femmes ou les veuves des cascadeurs qui sont victimes d'accidents. Alors tout un spectacle que Claude Thibodeau nous a donné, 162 pieds, une longue chute. Et l'important dans tout cela, pendant que l'on revoit au ralenti, c'est le contrôle complet de sa position à l'air libre, dans la chute libre. Il lui faut arriver directement à l'horizontale sur le matelas qui se dégonfle au même moment de son atterrissage afin d'encore une fois amortir le choc. Et il est heureux et on le comprend, on le serait à moins bien sûr. Et ça prend énormément de cran et de courage pour se lancer d'une telle hauteur. Et ça prend environ 2 secondes et demie à 3 secondes. Il doit se lancer d'abord en plongée, contrôler exactement son mouvement pour arriver sur le matelas à l'horizontale parfaitement. Le courage dans ce que il a été convenu d'appeler le saut de la mort. Alors, toutes les voitures de classe 7 s'amènent maintenant sur la ligne de départ. Ce sera la Coupe de Montréal. Il y a vraiment des véhicules de tous les genres. On en a vu passer un, Marc, avec la tête du moteur qui ressort du capot. Je veux bien que vous nous expliquiez pourquoi exactement. Alors, ça, c'est une des... Il faut quand même réaliser qu'on a peut-être pas des pommes et des oranges dans la même... Mais c'est à peu près ça. Les camionnettes Mazda et Jeep sont des machines d'usine. Ce sont des Formule 1 de la classe 7. Mais on voit ici en ce moment la camionnette... une camionnette Ford modifiée, mais c'est un coureur canadien qui, par ses propres moyens, a modifié une camionnette. Donc, c'est des camionnettes d'un calibre complètement différent. Pour ce qui est du trou dans le capot, c'est peut-être simplement la prise d'air ou la culasse qui est un peu trop élevée sur cette camionnette et qui dépasse. D'ici, c'est à peu près ce que je peux en déduire, Marie-Josée. Autrement dit, ce que vous nous dites, Marc, c'est que rien ne sert de s'aligner à la ligne de départ contre les Jeep et les Mazda, dans aucune chose? Bien, disons qu'il faut tout de même souligner qu'il y a des prix qui sont réservés aux meilleurs coureurs privés, privés entre guillemets, coureurs indépendants, disons, et puis ils ont tout de même une partie de la bourse à se partager entre eux. Il y a Pat McGrail aussi qui s'aligne à la ligne de départ. On sait qu'hier, il a causé jusqu'à certains points une surprise. Il a causé une très certaine surprise. Et puis, Marie-Josée, c'est intéressant que tu parles de Patrice McGrail parce qu'en ce moment, justement, Patrice est le meilleur privé en piste, mais il a une excellente camionnette. Alors, oui. On s'apprête à donner le signal du départ. Voilà qui est fait. Patrice McGrail, dont vous avez parlé, il est de Saint-Constant. C'est lui qui prend la tête. Devant, justement, un des membres de l'équipe. Al Arciero, qui a dû déclarer forfait lors du trophée de classe 7. Jeep Comanche. Alors, c'est une lutte de Mazda Comanche. Et là, pour cette fois, Patrice McGrail est seul. Il ne peut bénéficier de l'aide ni de Harris ni de Huber qui sont aux prises, eux. Alors que Harris s'apprête à faire la lutte derrière à Al Arciero pour tenter de le ralentir, de le débalancer, de le déconcentrer. Et McGrail, lui, dans ce virage qui lui a donné certains problèmes hier, il le négocie beaucoup mieux qu'il l'avait fait dans des courses antérieures. Pendant qu'on se bouscule, ligne droite, oui, pendant qu'on se bouscule à l'arrière, Arciero se détache petit à petit de Glenn Harris et l'autre membre de l'équipe Mazda, Jeff Huber, est en 3e position, mais derrière lui, un bonhomme d'une expérience incroyable. Camille Harris et Glenn Harris et Al Arciero, la Jeep numéro 4 et la Mazda numéro 2 qui se sont tamponnés dans la ligne droite. Pour l'instant, c'est un petit nouveau venu qui a la position de commande, qui a dépassé la mi-course, un Québécois de Saint-Constant, de qui Mazda dit d'ailleurs beaucoup de bien, Patrice McGrail, et on dirait beaucoup de bien à moins. Et McGrail a Glenn Harris sur ses talons, mais il n'a pas beaucoup d'expérience quand
quand même. C'est extraordinaire. Tu soulignes, tu parles de prestations et de performances. Je crois qu'il faut souligner, Patrice McGrail fait partie d'une entreprise familiale qui est devenue, au cours des années, le plus important concessionnaire pour la marque Mazda. Alors, il porte plusieurs chapeaux dans cette course et c'est d'autant plus impressionnant qu'on voit que c'est un pilote doué et passionné depuis longtemps de stock car. Je crois qu'il est pilote de stock car assez aguerri et il se débrouille extraordinairement bien dans cette course. Et dans ses classes 7, il est allé en Californie, comme il nous l'a raconté un peu plus tôt, pendant quelques jours. Oui, et à quelques heures à peine, il n'a pas fait de piste semblable. C'est sa première expérience dans cette classe sur des pistes du genre. Et c'est Glenn Harris qui devait l'évaluer là-bas pour dire on l'accepte ou on n'accepte pas que tu puisses rentrer en compétition dans notre équipe. Et Glenn Harris lui a donné le OK. Et présentement, c'est Patrice McGrail qui monte le chemin à Glenn Harris. C'est presque un conte de fées finalement. Oui, exactement. C'est d'ailleurs le Cendrillon. Oh, et là, Harris McGrail. Patrice McGrail. Très fort. Et le muret de béton. Le muret pour McGrail, ça c'est vraiment malheureux. Mais Harris a... là, il y a danger d'incendie dans les balles de froid, bien sûr. Et on va voir les signaleurs entrer en action parce qu'évidemment, les balles de foin sont là pour protéger surtout les motocyclistes et les pilotes de VTT des chocs. Et non, les murets de béton sont là pour les camionnettes. Et Glenn Harris, qui a profité de ce concours de circonstances où McGrail a été poussé hors course. Déjà, les responsables de la sécurité ont éteint le début d'incendie. Les balles de foin sont quand même très comprimées, donc ça ne brûle pas très rapidement. Et Harris en perd des morceaux présentement. On revoit ici comment ça c'est le virage d'abord qui donnait du trouble à McGrail. McGrail qui lutte pour garder sa position, projeté sur le muret. Et Camille, je crois qu'on peut se rappeler qu'exactement dans ce virage né à l'intérieur l'an dernier, c'était à Glenn Harris d'escalader un muret de béton, de rester prisonnier de ces deux murets de béton. Absolument. Et là, peut-être que McGrail a voulu reprendre son camion un peu trop rapidement. Et le virage ne s'est pas effectué comme il l'aurait voulu. Et Glenn Harris est venu prendre la tête. Jeff Huber est bon deuxième. En troisième position, c'est de la Jeep Comanche de Cochran. Bien, jusqu'à maintenant, les spectateurs en ont eu pour leur argent. Et il y a beaucoup de pièces d'équipement sur la piste. Justement, dans ce virage qu'emprunte Glenn Harris, il y en avait. Jeff Huber qui le suit. C'est peut-être les morceaux et Jeff Huber qui risque de perdre également. Et ça, c'est un premier accrochage. Et l'autre côté du camion également de Harris est en mauvais état avec son accrochage contre Patrice McGrail. Comme tu le mentionnais plus tôt lors de la conversation, possiblement, Kevin, ce sont finalement des camionnettes où c'est un peu comme une formule, un châssis tubulaire à laquelle on ajoute des allonges pour y installer une carrosserie. Tout de même, il faut le dire. Est purement esthétique. Oui. Mais rappelle évidemment les véhicules que l'on veut rappeler aux gens qui sont à la poule pour qu'ils s'associent justement à une telle course. Celui que l'on vient voir, actuellement, on revoit le meneur, Glenn Harris. Derrière lui, Jeff Huber. M. Dion suit la course de très près pour nous tenir au courant des positions. Et le troisième présentement, le numéro 705 sur Jeep Comanche, Rob McCachran. Et il y a des retardataires qui pourraient créer des problèmes là à Glenn Harris, mais Harris s'en va tout près du dernier tour et c'est fait pour Harris. Il vient croiser le fil d'arrivée tout juste devant son compagnon d'équipe, Jeff Huber, qui termine deuxième, pendant que le numéro 10, le camion que l'on voit ici, celui de de Patrice McGrail, malencontreusement pour lui, mais il a quand même donné une très belle prestance, un très bon spectacle. Et quatrième au fil d'arrivée, c'est notre ami Walker Evans, le 703. Carl, première des choses, félicitations. On s'est parlé avant la compétition et tu m'avais dit si je termine 5e ou 6e, je serais très heureux. Comment se fait-il que tu avais prévu tout ça? Tu as fini 5e? C'est sûr, je suis fier. Tout a bien été. Comme j'avais dit tout à l'heure, j'ai eu mon départ, ma stratégie de course était parfaite. Prendre un bon départ, faire attention, pas tomber, rouler dans mes lignes, comme j'avais dit plus tôt. Puis j'espère juste que le tout va se reproduire demain. Au départ, tu avais pris justement la première position. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu l'as perdu pas longtemps après. C'est des gars très rapides. J'essayais de regarder, ça faisait longtemps que je ne vais pas rouler depuis la qualification. Avec la piste avait changé. J'essayais de regarder les nouvelles obstacles, comment que le tout était. La piste avait été totalement travaillée. Puis
puis une couple de reprises, j'ai fait quelques erreurs. Il ne faut pas que tu fasses beaucoup d'erreurs avec ces gars-là. Je me suis fait passer, mais après ça, quand j'avais eu la piste dans ma tête, ben, là, tout s'est bien été, j'ai gardé ma position. Alors, si on résume cette première finale, donc Carl Vaillancourt avec une 5e place et le meilleur Québécois, très content d'ailleurs, puisqu'il souhaitait terminer 5e ou 6e. Comme il nous le disait dans l'entrevue, donc il a pris la tête au départ, mais il n'a pas l'expérience d'un Ross Peterson qui lui est venu le doubler et qui a donc pris la première place pendant un certain temps pour être doublé à son tour lors des derniers tours par Jim Hawley. Jim Hawley, donc, il l'a emporté. Ross Peterson, lui, a terminé 2e. Oui, Marie-Josée, bien sûr qu'on va surveiller Carl Vaillancourt. On va surveiller un autre Québécois. C'est le seul autre Québécois dans la course. Également le numéro 12, Arnaud Bernard. Et Arnaud Bernard, justement, dans sa ligne de départ, il est tout juste à la droite de Ross Peterson, que l'on voit présentement, le numéro 1. Et l'autre dont vous avez parlé, Jim Hawley, il est de l'autre côté, lui, de la cage du signaleur de départ. Et bien sûr que la tension est haute. On va commencer à littéralement lessiver les moteurs, les réchauffer. Le signal du départ sera donné. Ce sont 25 compétiteurs qui se retrouvent en piste pour cette grande finale. Et il y en a qui ont réussi à obtenir leur qualification très rapidement dans les premières vagues, alors que d'autres ont dû dépenser beaucoup plus d'énergie. Je pense entre autres à Vaillancourt et Bernard, voire même à Ted Van Ness qui est allé lui jusqu'à l'extrême. Tout à fait. Si on compte bien qu'il a déjà fait 3 épreuves, qu'il a déjà 3 courses. Qualification de demi-finale et un pêchage. Et maintenant, il se retrouve en finale. La barrière est levée. On a les dernières indications, dernières vérifications à la piste. On s'apprête à donner le départ. Les signaleurs se rejoignent l'un et l'autre. On a l'arbitre Robert Vigneault qui tient le panneau de départ dans sa main droite, chronomètre en main gauche. Et on signale... Le 5 secondes, si je vois bien sur le panneau, est levé. C'est ce qui est écrit, mais je crois que ce signal à l'horizontale, Camille, c'est 30 secondes sur l'autre côté, à ce qu'on nous dit. Et voilà, on voit 30 secondes à ce moment. 30 secondes, on le voit à l'écran maintenant, c'est fait, le décompte est parti. C'est ce que l'on tient dans le panneau, sauf que le décompte est parti et on est rendu à 7, 6, 5 secondes. Et les gens dans la foule qui commencent à faire la vague, c'est la deuxième finale. Est-ce que Ross Peterson pourra prendre sa revanche sur Jim Hawley? C'est le départ. Peterson était parti loin de la droite à côté de Arnaud Bernard. Et dans le premier virage, il y a McCulloch. McCulloch qui prend la tête momentanément, sauf que je pense qu'il vient de se faire frapper justement dans le deuxième virage. 2 virages très serrés et on a un nouveau meneur. Jeff Hicks, Camille. Jeff Hicks a pris la première position. Et Peterson, présentement, il est en 4e, lui est plus facile à identifier. Et Arnaud Bernard est en 5e place, sauf qu'il se fait coiffer pour le moment, tout juste à l'entrée du premier plateau. On a Jeff Hicks, Chris Chip-Clark, Fred Andrews, Beckington et Peterson qui s'accroche avec Beckington, mais réussit à s'en tirer et se met à la poursuite de Chris Chip-Clark. Et Arnaud Bernard qui est Arnaud Bernard et Carl Vaillancourt qui sont dans le virage en ce moment, qui sont en excellente position. 6e et 7e, je pense. Oh, environ. C'est quoi que ça va devenir? Arnaud a déjà doublé. Sirwall, un autre concurrent. Et on voit Arnaud Bernard 7e en ce moment, côte à côte avec Jeff Sirwall. Et c'est loin d'être terminé, puisque l'épreuve a 15 tours de piste, alors tout le monde a la chance de manœuvrer et en même temps faire preuve de bonnes conditions physiques parce qu'il faut la maintenir pendant longtemps. Bernard tout juste devant Vaillancourt talonné par Jeff Sirwall toutefois. Mais en tête, il n'y a pas de changement. On voit toujours Jeff Hicks, Fred Andrews et Ross Peterson qui est dans la roue de Andrews. On les voit très bien actuellement, les 3 meneurs au même virage. Hicks à l'extérieur, Andrews, Peterson qui va rejoindre dans un tout petit moment Fred Andrews. On s'amène près des hauts plateaux. Les 3 se détachent petit à petit du reste du peloton. Et durant ce temps, j'ai compté Arnaud Bernard en 6e position. Et Vaillancourt serait donc en 7e, il est juste derrière. Ils se suivent. Voilà, maintenant, c'est Fred Andrews. Fred Andrews qui double Jeff Hicks dans la fameuse section où tant de dépassements critiques se sont produits. Il y a certainement énormément de points d'interrogation chez les conducteurs à chaque fois que l'on emprunte cette ligne de vallons asymétriques qui font perdre le contrôle. Et là, au fur et à mesure que la course va avancer, même si on a procédé il y a un tout petit moment à un retapage de la piste, si vous me permettez l'expression, les houillères deviennent de plus en plus évidentes, les ornières seront plus dangereuses et il faudra vérifier, peut-être changer de ligne de piste. C'est peut-être ce que Hicks voulait faire il y a un moment, sauf que Fred Andrews est venu
lui ravir la tête. C'est lui que l'on voit présentement, toujours en tête. Andrews, Hicks deuxième, Peterson troisième. Et Arnaud Bernard est cinquième en ce moment. Et on va voir maintenant, Bernard, on vient d'en parler, Marie-Josée Turcotte est justement accompagnée de ses hommes d'équipe, ses mécaniciens, je pense. Marie-Josée, des commentaires chez vous. Oui, c'est le mécanicien de Pierre, je vais dire d'Arnaud Bernard, Pierre Tardif. On va le laisser donner un signal à son coureur. Dès qu'il reviendra, on va lui demander quelques-uns des détails. Alors Pierre, est-ce que vous pensez que Arnaud a une assez bonne moto pour concurrencer avec les meilleurs en ce moment? Peut-être qu'il va aller chercher la quatrième position, le numéro... je ne me souviens pas de son numéro, mais là, au gars en avant, il va l'apercevoir, il va essayer de le dépasser. Alors, s'il peut venir dans les 3 premiers, ça serait bon. Merci beaucoup, Pierre. J'allais dire que Marie-Josée pourrait lui dire que c'est Jeff Beckington. Il est quand même assez loin devant Arnaud Bernard. Et pendant que Marie-Josée s'entretenait ainsi avec les gens de l'équipe d'Arnaud Bernard, il y a eu un dépassement et un soulèvement dans la foule. C'est Ross Peterson qui est venu ravir la deuxième place et il s'attaque maintenant à Fred Andrews. Il le fait avec énormément de méthode et de système. Là, on voit la troisième et quatrième position présentement. Hicks et Beckington. Le numéro 20, Hicks, qui était en tête au tout début, qui s'était ravir cette première position par Andrews. Et là, Hicks, troisième, pourchassé de très près par Pennington. Et ça va lutter très fort dans ce secteur. Alors que devant eux, et un peu plus loin, je vois Carl Vaillancourt qui vient de doubler, je crois, Bob McCullough. Sauf que McCullough vient de lui couper une ligne de saut actuellement et la lutte est belle. Pendant ce temps-là, Arnaud Bernard se maintient très bien en 5e position. En première position, on vient de voir sauter et en deuxième, suivi Ross Peterson, le premier, numéro 18 ou 118 si vous préférez, Fred Andrews, Ross Peterson, voici Andrews, Peterson est derrière eux, 3e position, le numéro 20, Hicks, et en 4e position, Pennington. La lutte est belle avec ces 4-là, mais ce sont des courses à 2 pour le moment et à chaque fois que l'on livre une course à un compétiteur près de nous, bien sûr que ceux dans l'avant qui sont moins importunés peuvent penser à prendre du chemin. Tout juste derrière, mes confrères de travail suivent de près Vaillancourt et Bernard. Qu'en est-il, messieurs? Marc. Alors, moi, je ne peux m'empêcher de suivre nos Québécois. Et Jeff Beckington, que l'on vient voir, le numéro 456, qui était 3e, 4e, 3e, vient de perdre le contrôle de son vélo, ce qui donne la porte ouverte à Jeff Hicks pour la 3e place. Pendant que... Est-ce qu'il porte Arnaud Bernard en 4e position? En 4e position, du même coup. Et là, en tête, Fred Matthews. Derrière lui, Ross Peterson. Et n'allez pas dire que Peterson a dit son dernier mot. On sait qu'il n'est pas au meilleur de sa condition. On sait que déjà, il a surtaxé passablement cette épaule gauche qu'il avait blessé lors d'essais dans une compétition en salle à l'Arena de Rivière-du-Loup il y a quelques semaines. Il s'est soumis immédiatement à un traitement de physiothérapie pour lui permettre de venir compétitionner à Montréal dans cette place qu'il avoue, et ça semble très sincère, affectionner tout particulièrement au niveau du circuit des compétitions. Matthews en tête, Peterson deuxième. On les voit dans le même virage. Peu de temps après ces fameux 90 degrés successifs, il y en a 3 consécutifs qui ralentissent les compétiteurs et en même temps permettent de départager les meilleurs techniciens des autres. Sauf que lorsqu'il y a parité de force entre des compétiteurs comme Fred Matthews et Ross Peterson, on sent que la lutte est vive et il n'y a pas une seule fraction de seconde à perdre. Et voilà, ça va de l'intérieur. Oh, il y a eu choc entre les deux motos et Peterson n'a pas voulu pousser sa ténérité plus loin. Très sagement, a-t-il repris sa moto pour s'asseoir? Mais une fois de plus, c'était juste à l'entrée de cette section-là qu'il va falloir baptiser d'une manière ou d'une autre, parce que c'est là que se jouent tous les échecs et maths. Oui, soit à l'entrée, soit à la sortie. Et là, Peterson est encore deuxième, mais on revoit Marc, c'est comment il s'en est fallu de peu qu'il aille voler la première place à Matthews. D'ailleurs, il était tout fait utile devant lui. Il y a eu contact tout de même assez violent. Mais Andrews n'a pas dévié de sa trajectoire. Et maintenant, Peterson qui poursuit son attaque. Très belle course entre ces deux compétiteurs et la course est également très belle un peu plus loin en arrière, mais pour l'instant je pense qu'il serait intéressant de suivre ces deux compétiteurs pendant un bon moment. On les a vus sur les hauts plateaux et voilà qu'ils vont s'amener dans un autre virage de ligne droite à multivallon. Ils ont devancé les retardataires. Peterson
Peterson qui est en deuxième position. Il attaque à l'entrée des ballons asymétriques. Va-t-il tenter la même charge que tout à l'heure? Non, cette fois, il y est allé par l'extérieur. Il maintient une ligne de course un peu différente et va observer certainement pendant un autre tour ou deux ce que Fred Matthews devant lui peut faire. Est-ce qu'il varie ses éléments de course? Est-ce qu'il varie sa ligne? Et Peterson va tenter d'en profiter, certainement. Oui, absolument, parce que c'est Fred Andrews en ce moment qui doit dépenser le plus d'énergie à se demander comment contenir Peterson. Chose certaine, Camille, pour l'avoir rencontré de façon assez concrète récemment, il y a 2 tours, il sait que Peterson est là. Il a frappé à la porte. Il a frappé à la porte, il est venu frapper sur ses genoux même. Et ça a été intéressant de voir comment Peterson a pu reprendre sa moto et comment Matthews, lui aussi, quoique heurté, n'a pas perdu d'équilibre, n'a pas perdu son sang-froid. Et ce qui est intéressant pour Peterson, il surveille ce que Matthews fait, mais Matthews, lui, ne peut jamais savoir de quel côté Ross Peterson va attaquer. Tout à l'heure, il a tenté de l'attaquer de l'intérieur. Un peu plus tard, il est venu à l'extérieur. Comme tu l'as dit, la pression est très lourde sur Matthews. Le tout premier ici, numéro 118. Ross Peterson en deuxième position. Maintenant, Matthews semble vouloir se détacher un peu. Peterson prend un certain recul, mais il a certainement le véhicule pour aller rejoindre Matthews. Fred Andrews, notre meneur. Sans doute que la pression est encore plus grande et là, la fatigue va se faire sentir. Elle va se faire sentir également sur Peterson qui le suit. De sort numéro 1, j'ai besoin de le rappeler. Fred Peterson. Ross Peterson, pardon. Andrews. On est à mi-course et déjà au dernier tour. Oh, ça s'est passé rapidement. Oui, je n'ai pas vu le signaleur. Merci, Marc. On s'apprête, Marc-André Thibault, le officiel, s'apprête à donner sans doute au prochain passage. Au prochain passage, il vient de prendre le fameux drapeau. Et Peterson et Andrews. Alors que les spectateurs suivent en même temps Arnaud Bernard et Carl Vaillancourt d'un peu plus loin. Suivons nos 2 meneurs pour le moment. Ce sont les 2 que l'on voit à l'écran. Le numéro 118 en tête, Fred Andrews de l'Ohio. Ross Peterson, petit dérapage, mais bien contrôlé par Peterson qui se reprend. Et les autres compétiteurs que vous voyez dans l'image, ce sont tous des compétiteurs qui ont un tour de retard et sur Peterson et sur Andrews. Et Camille, si Ross Peterson, avec le signal du dernier tour, et si Ross Peterson doit attaquer, il doit attaquer maintenant. Et ce sera dans une situation dangereuse parce qu'il y a de plus en plus de retardataires devant eux. C'est dangereux pour Andrews, c'est dangereux pour Ross Peterson. Et effectivement, Peterson se rapproche de Fred Andrews. Il n'est plus qu'à 4 ou 5 mètres. Évidemment, dans les virages plus serrés, on se resserre et ensuite, à l'accélération, c'est difficile de mesurer les écarts à ce moment-là. Au niveau du synchronisme de redémarrage, et là, Fred Andrews, qui est côte à côte avec un retardataire, parvient à louvoyer dans cette circulation. Et là, c'est Peterson. Peterson aussi a le même problème qu'Andrews. Lui aussi parvient à faire. Et Tom Carson, qui n'est pas le dernier venu, a un tour de retard. Le numéro 69 que l'on a vu brièvement. Il a un tour de retard sur les 2 grands de la course d'aujourd'hui. Cette deuxième finale. Fred Andrews élargit son écart. Ross Peterson s'en va tenter de le rejoindre. Il reste beaucoup moins d'espace maintenant. Avant-dernier virage. Andrews est en tête. Peterson pousse au maximum. Et on s'amène dans la ligne droite. Ce sera Fred Andrews. Tout juste devant Ross Peterson. Peterson qui a mené une lutte du tonnerre. Mais Fred Andrews, peut-être en meilleure condition physique, est parvenu à lui arracher la victoire. On a Jeff Hicks qui s'amène aussi, qui est toujours 3e. Et qui est loin derrière, on mesure l'écart. Imaginez, on va devoir passer le fil d'arrivée dans un tout petit moment. C'est incroyable. Depuis le moment où Ross Peterson a terminé sa course, voici maintenant que s'amène au dernier virage Jeff Hicks, qui lui va terminer en 3e place. Et très seul. Mais il y a une chose que l'on ne peut certes pas oublier, c'est cette lutte de titans que se sont livrés Fred Andrews et Ross Peterson, à la grande joie de tous les spectateurs qui auraient peut-être préféré voir Ross Peterson lever le bras en champion, mais c'est Fred Andrews qui l'a levé. Fred Andrews, le nouveau roi du stade, tout juste devant Ross Peterson. La plupart des gens me respectent à cause de mon leadership. Et quand ils me parlent d'automobile, je leur réponds. Si vous voulez ce qu'il y a de mieux dans l'Ouest, allez à la source, des sources Dodge Chrysler. Chez des sources Dodge Chrysler, vous rencontrerez la plus formidable équipe, après les Canadiens. De bonnes voitures à de bons prix avec un personnel compétent. Quelle équipe!
Le meilleur dans l'Ouest, c'est ici. Chez des sources, Dodge Chrysler. Eh bien, cette 12e édition du Super Motocross fait maintenant partie de l'histoire, fait maintenant partie, Marc Lachapelle, aussi des statistiques. Et si l'on rappelle qu'en début d'émission, on avait parlé d'amélioration d'un peu tout le monde, mais des Québécois. Est-ce qu'ils ont tenu leur prestance? Oui, ils ont tenu toutes leurs promesses dans toutes les catégories. Moi, j'ai été plus qu'agréablement surpris et je crois que c'est un sentiment que nous allons tous partager en voyant ces épreuves. Par exemple, en motocross, on attendait Carl Vaillancourt et évidemment Arnaud Bernard qui ont été excellents, les 5e et 7e places. En autocross, Rénal Vaillancourt, malheureusement, n'a pas pu répéter sa performance dans le dernier, mais roulait. Bien, je suis partiellement d'accord avec vous, mais partiellement seulement. Parce que de plus en plus, les PME, surtout, mais non seulement les PME, toutes sortes d'entreprises, se servent de ces retenues à la source comme partie de leur fonds de roulement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on retient à la source le salaire de